Le MotoGP semble simple, moto rapide, pilote courageux, gagne le plus rapide, mais c'est un mensonge. Parce qu'en réalité, le MotoGP est un sport où les motos sont conçues pour fonctionner en permanence au bord de leur destruction, les pilotes courent à la limite de ce que la physique permet, et pourtant, tour après tour, ils tombent presque jamais. Et quand tu comprends cela, tout change. Ce n'est pas l'excitation de voir une course, mais la dimension réelle de ce que tu regardes. Dans cette vidéo, tu n'apprendras pas comment fonctionne le MotoGP au sens superficiel. Tu vas comprendre pourquoi c'est le sport le plus extrême de la planète et pourquoi cette étiquette n'est pas du marketing mais une description techniquement précise. Il y a une pièce clé que personne ne t'explique et qui change complètement la façon dont tu vois une course dès le moment où tu la connais. Avant de commencer, écris dans les commentaires un seul mot. Limite, si tu penses que ces pilotes vont au-delà de ce qui devrait être humainement possible. Oublie toute comparaison avec les motos de route. Ce n'est pas que les motos de route soient mauvaises, mais parce que la comparaison n'a de sens à aucun niveau pertinent. Une Yamaha R1 de dernière génération, qui est l'une des motos de production les plus avancées que tu peux acheter légalement, partage avec une MotoGP exactement cela. 2 roues, un moteur à combustion interne, un guidon et un pilote dessus. Tout le reste est différent d'une manière si radicale qu'elles sont essentiellement des catégories distinctes d'objets. Les MotoGP sont des prototypes purs. Cela signifie que chaque constructeur les fabrique de zéro, sans aucune obligation de ressembler à quelque chose que vous pouvez acheter chez un concessionnaire, sans restriction d'homologation pour la route, sans compromis sur le confort, la durabilité dans des conditions normales ou la facilité d'utilisation. Elles sont le résultat de l'application de tout le budget, de tout le talent d'ingénierie et de toute la technologie disponible à un seul objectif, aller plus vite que les autres sur un circuit spécifique. Le règlement technique de MotoGP impose certaines restrictions. La cylindrée maximale est de 1000 cm3. Les moteurs doivent être à 4 temps. La configuration peut être de 3, 4 ou 6 cylindres. Il n'y a pas de limite de puissance déclarée, ce qui signifie que les fabricants peuvent extraire tout ce que la physique et les matériaux disponibles permettent. En pratique, les MotoGP actuels produisent des chiffres qui tournent autour de 280 à 300 chevaux, bien que les fabricants ne confirment jamais les chiffres exacts, car cette information fait partie de leur avantage concurrentiel. Mais la restriction qui définit réellement l'ingénierie de ces machines n'est aucune des précédentes. C'est celle-ci. Chaque pilote dispose exactement de 7 moteurs pour toute la saison. 7. S'il utilise un 8e, il reçoit une pénalité de 10 positions sur la grille de départ qui peut se répéter plusieurs fois. Cela peut sembler un détail réglementaire mineur, mais ses implications techniques sont énormes. Un moteur de MotoGP peut atteindre et dépasser les 18 000 révolutions par minute de manière soutenue. Pour comprendre ce que cela signifie en termes de stress mécanique, pense à ceci. À 18 000 tramines, les pistons complètent 300 cycles par seconde. Les soupapes s'ouvrent et se ferment 300 fois par seconde. Les bielles supportent des forces d'accélération qui multiplient leur poids par plusieurs milliers. À ces vitesses, les matériaux conventionnels se détruisent simplement en quelques minutes. C'est pourquoi les moteurs de MotoGP utilisent du titane, des alliages de magnésium, des aciers spéciaux traités thermiquement avec des procédés qui n'existent pas en dehors de l'industrie aérospatiale et des tolérances de fabrication mesurées en microns. L'objectif n'est pas seulement que le moteur produise cette puissance, c'est qu'il la produise de manière fiable pendant les environ 600 km qu'il parcourt lors d'un week-end de course, multiplié par les circuits qui correspondent à chaque moteur tout au long de la saison. Au total, chaque moteur doit survivre à quelque chose de proche de 1800 km d'utilisation dans des conditions de stress maximales. C'est comme demander à un sprinteur de 100 mètres de maintenir sa vitesse maximale pendant un marathon, et de le faire non pas une fois, mais de manière répétée pendant des mois. Ici, ce n'est pas le plus puissant qui gagne. Gagne celui qui parvient à être brutalement rapide sans se briser. Tout ce pouvoir, toute cette ingénierie, tous ces millions d'euros de développement passent en dernier ressort par une surface de contact avec l'asphalte qui, dans le meilleur des cas, équivaut à la taille d'une carte de crédit. C'est la zone de contact réelle entre le pneu d'une MotoGP et le sol lorsque la moto est en position verticale. Lorsque la moto est inclinée à 60 degrés dans un virage, cette surface change de forme et de position, mais n'augmente pas de manière dramatique.
Tout ce que fait une MotoGP, chaque accélération brutale, chaque freinage de 300 à 80 km/h en moins de 100 mètres, chaque changement de direction à des vitesses qui doublent celles de n'importe quelle voiture de rue dépend de cette petite zone de contact et de ce qui se passe en elle. Le fournisseur unique de pneus en MotoGP est Michelin, qui a récupéré ce rôle en 2016 après que Bridgestone l'ait occupé pendant des années. La décision d'utiliser un fournisseur unique n'est pas une question de simplification de la logistique. C'est une décision philosophique sur le type de compétition que veut être MotoGP. Avec un seul fournisseur, la différence entre les pilotes ne peut pas être attribuée à des avantages dans le caoutchouc. Tout le monde a accès exactement aux mêmes pneus, avec les mêmes composés et les mêmes spécifications. Ce qui distingue un pilote qui gère bien les pneus de celui qui ne le fait pas bien, ce n'est pas le matériel. C'est la compréhension, la sensibilité et la technique. Chaque pilote reçoit pour un week-end de course 10 pneus avant et 12 pneus arrière, répartis entre 3 composés disponibles, tendre, moyen et dur. Le composé tendre offre plus d'adhérence mais se dégrade plus rapidement. Le dur tient plus de tours, mais offre moins d'adhérence initiale. Le moyen est l'équilibre entre les deux. Le choix du composé pour la course est l'une des décisions stratégiques les plus importantes du week-end. Et ce choix est fait avec des informations incomplètes car les conditions de température de l'asphalte, la charge de carburant et le niveau d'usure accumulé sur les pneus interagissent de manière que aucune simulation ne peut prédire parfaitement. Il y a un détail technique que très peu de gens en dehors du paddock connaissent. Chaque pneu a un code unique qui l'identifie et qui est attribué à un pilote spécifique. Ce n'est pas juste un numéro de lot, c'est un enregistrement de son historique complet. Quand il a été fabriqué, à quelle température il a été stocké, combien de kilomètres il a été utilisé, quelles données de pression et de température il a enregistrées pendant cet usage. Michelin fournit cette information à l'équipe avec chaque pneu et les ingénieurs l'intègrent dans leur modèle de prédiction de comportement pour cette session spécifique. Ce que cela signifie en pratique, c'est que le pneu n'est pas un consommable générique. C'est un composant avec une histoire propre que l'équipe doit gérer en tant que tel. Et ce que les pilotes ressentent lorsqu'ils sont sur la piste, cette communication constante entre le caoutchouc et leurs mains à travers le guidon et leurs genoux à travers le réservoir, est en réalité une conversation avec cet historique. Un pilote qui comprend ce que le pneu lui dit à chaque instant peut anticiper quand il va perdre de l'adhérence avant de la perdre. Un qui ne le comprend pas le découvre quand il est déjà au sol. Pendant des décennies, l'aérodynamique dans les motos de compétition a été un sujet secondaire. Les ingénieurs pensaient à la puissance, au poids, à la géométrie du châssis, aux pneus. Le carénage existait pour réduire la résistance à l'air et pour que le pilote puisse travailler derrière lui sans être entraîné par le vent à grande vitesse. Sa fonction était essentiellement défensive, réduire un problème, pas créer un avantage actif. Cela a changé lorsque Ducati a décidé de faire quelque chose que le reste du paddock considérait comme une extravagance inutile et dans certains cas directement dangereuse, ajouter des ailerons au carénage de sa MotoGP. L'idée était de transférer aux motos un principe qui, dans le sport automobile, était fondamental depuis des décennies. La charge aérodynamique, c'est-à-dire la force vers le bas générée par une surface avec le bon profil lorsque l'air passe dessus à grande vitesse, permet aux roues d'avoir plus de pression sur l'asphalte sans augmenter le poids de la moto. Et plus de pression sur l'asphalte signifie plus d'adhérence disponible. Dans les voitures de Formule 1, ce principe a été poussé si loin que les monoplaces actuelles génèrent tellement de charge aérodynamique qu'elles pourraient théoriquement courir collées au plafond d'un tunnel. Dans les motos, personne ne l'avait appliqué de manière agressive car les motos s'inclinent et un aileron qui fonctionne parfaitement lorsque la moto est en position verticale peut devenir un élément déstabilisateur lorsque la moto est inclinée à 60 degrés. Ducati a résolu ce problème avec des conceptions qui maintenaient une efficacité aérodynamique sur une large gamme d'angles d'inclinaison, et le résultat était immédiatement visible dans les données. Plus de stabilité lors des freinages car l'avant avait plus de charge et résistait mieux au soulèvement. Moins de temps en wheeling sous forte accélération car la charge sur la roue avant empêchait le soulèvement. Et par conséquent, la capacité d'accélérer plus tôt et plus fort à la sortie de chaque virage car le pilote n'avait pas à attendre que la moto se stabilise avant d'ouvrir complètement les gaz. La réaction du paddock est passée en 3 ans de la moquerie à l'imitation universelle.
Aujourd'hui, toutes les motos de MotoGP sont équipées d'ailes et le développement aérodynamique est l'un des domaines où les fabricants investissent le plus de ressources. Yamaha, KTM, Honda et Aprilia disposent de départements d'aérodynamique qui travaillent avec des souffleries et des simulations informatiques au même niveau que les équipes de Formule 1. Et les conceptions ont évolué bien au-delà des simples ailerons que Ducati a introduits à l'origine. Les carénages actuels incluent des surfaces complexes qui gèrent le flux d'air autour de la moto en 3 dimensions. Des conduits qui dirigent l'air vers des zones spécifiques pour générer de l'appui ou pour réduire la traînée selon la situation. Et dans certains cas, des éléments qui changent de position ou d'angle en fonction de la vitesse ou de l'inclinaison. Ce qui a commencé comme un truc que personne ne voulait accepter est aujourd'hui l'un des facteurs techniques les plus déterminants de la grille. Il y a un composant dans chaque MotoGP qui ne se voit pas sur les photos, qui apparaît presque jamais dans les vidéos de présentation des motos et qui pourtant prend des décisions en temps réel que aucun pilote ne pourrait prendre par lui-même. C'est l'unité de contrôle électronique, ou ECU, et sa présence en MotoGP est à la fois l'un des progrès les plus importants de l'histoire du sport et l'un des sujets les plus débattus dans les conversations sur ce qui fait que ce sport est ce qu'il est. Depuis 2016, toutes les motos de MotoGP sont obligées d'utiliser la même ECU de base, fournie par Magneti Marelli. Cela a été une décision réglementaire pensée pour limiter l'avantage que les fabricants disposant de plus de ressources pouvaient obtenir en développant des systèmes électroniques propriétaires supérieurs. Avec une ECU commune, la différence entre les équipes devait venir de la moto et du pilote, et non de la quantité de code qu'une équipe pouvait se permettre de développer. En pratique, l'égalité de l'ECU de base ne signifie pas une égalité électronique totale. Les fabricants peuvent et doivent développer le logiciel qui fonctionne sur cette plateforme matérielle commune, et c'est ce logiciel où réside la différence. Les cartes de livraison de puissance, les algorithmes de contrôle de traction, les paramètres d'anticabrage, la logique de frein moteur, tout cela est du code que chaque équipe développe et affine continuellement, et où la différence entre le meilleur et le pire peut se traduire par des dixièmes de seconde par tour. L'ECU reçoit des données d'une unité de mesure inertielle, connue sous le nom d'IMU, qui mesure en temps réel la position tridimensionnelle de la moto, son inclinaison latérale, son tangage avant et arrière, sa rotation autour de l'axe vertical et les accélérations sur les 3 axes. Avec ces informations, le système sait à chaque instant exactement ce que fait la moto et peut anticiper ce qui va se passer si le pilote fait ce qu'il est sur le point de faire. Le contrôle de traction, par exemple, n'agit pas lorsque la roue arrière est déjà en train de tourner à vide et que le pilote est sur le point de tomber. Il agit avant, au moment où les données suggèrent que le niveau de couple que le moteur est sur le point de délivrer va dépasser la capacité d'adhérence du pneu à cet angle d'inclinaison à cette vitesse. Et il agit de manière à peine perceptible pour le pilote, réduisant la puissance en quelques dixièmes de seconde et la rétablissant tout aussi rapidement pour maintenir l'élan sans perdre l'adhérence. Ce qui rend ce système particulièrement sophistiqué, c'est qu'il ne cherche pas un état statique de sécurité. Il recherche la limite dynamique entre la traction maximale et le début du glissement, et travaille en permanence sur ce bord, effectuant des corrections continues qui maintiennent la moto dans la zone de performance maximale. La tension que cela génère entre les pilotes et la technologie est réelle et philosophiquement intéressante. Les pilotes de la génération de Valentino Rossi, qui ont vécu la transition des motos avec une électronique minimale aux motos actuelles, décrivent la différence comme passer de parler directement à la moto à parler avec elle à travers un intermédiaire qui parfois comprend ce que vous voulez et parfois non. Les pilotes plus jeunes, qui ont grandi avec une électronique avancée depuis leur première saison dans des catégories inférieures, ont une relation différente avec le système. Ils ne le voient pas comme une limitation de leur contrôle, mais comme une extension de celui-ci, un outil qui leur permet d'exiger plus de la moto, car le système gère les cas extrêmes qui autrement seraient des accidents. Les deux perspectives sont valables. Et cette tension entre le contrôle humain et celui assisté par machine est, en elle-même, une partie de ce qui rend MotoGP si difficile à piloter correctement. Plus de 350 km/h en ligne droite. Genoux frôlant l'asphalte en courbe. Des freinages qui génèrent des forces de décélération dépassant 1,5 G. Des chutes qui se produisent en fractions de seconde à des vitesses qui seraient déjà mortelles dans une voiture de route. Et pourtant, dans la grande majorité des cas, le pilote se relève, marche jusqu'au stand et le week-end suivant, il est sur la grille. La raison pour laquelle cela est possible n'est ni la chance ni l'instinct de survie.
C'est l'ingénierie appliquée à la protection du corps humain avec le même niveau de rigueur que celui avec lequel la moto qui tente de le détruire est conçue. L'élément le plus important de cette ingénierie est le costume airbag. Les costumes portés par les pilotes de MotoGP sont équipés de systèmes d'airbag intégrés qui couvrent le cou, les épaules, le thorax, le dos et les hanches. Ces airbags s'activent en un temps qui, dans les meilleurs systèmes actuels, est inférieur à 25 millisecondes dès que le système détecte qu'une chute est imminente. Pour contextualiser cette vitesse, un clignement d'œil humain prend entre 100 et 400 millisecondes. L'airbag est complètement gonflé avant que le pilote ait fini de cligner des yeux. La détection de la chute imminente se fait grâce à des capteurs dans le costume et sur la moto qui communiquent entre eux sans fil. Le système analyse la position du pilote par rapport à la moto, l'accélération du corps, la position des bras et des jambes et la comparaison entre la trajectoire attendue et la trajectoire réelle. Lorsque ces données combinées dépassent un seuil indiquant que le pilote perd le contact avec la moto de manière incontrôlée, le système active le gonflage. La précision de cette détection est critique, car une activation fausse à l'intérieur d'une moto à grande vitesse pourrait être plus dangereuse que la chute qu'elle tente de prévenir. Au-delà de l'airbag, les casques utilisés par les pilotes de MotoGP sont des pièces d'ingénierie sur mesure qui n'ont aucun rapport avec les casques homologués pour une utilisation sur route, même pas avec ceux de la gamme la plus haute. Chaque casque est fabriqué sur mesure en fonction de la morphologie spécifique de la tête du pilote, avec des matériaux composites comprenant du carbone, du kevlar et de l'aramide dans des proportions optimisées pour le type d'impact le plus probable lors d'un accident à grande vitesse. Les bottes, les gants et les protections dorsales suivent la même philosophie. Ce ne sont pas des protections génériques, mais des pièces conçues pour ce pilote spécifique dans les conditions spécifiques de sa discipline. Et pourtant, malgré toute cette protection, les chutes en MotoGP restent dangereuses. Les high sides, où la roue arrière retrouve une traction de manière explosive après avoir glissé et propulse le pilote au-dessus de la moto, peuvent générer des impacts à des vitesses et à des angles qu'aucun système de protection ne peut absorber complètement. Les barrières de pneus et les systèmes de protection de piste se sont considérablement améliorés au cours des 2 dernières décennies, mais le risque n'a pas disparu. Ce qui a changé, c'est la proportion entre la gravité des accidents et la gravité des blessures. Les chutes d'aujourd'hui seraient mortelles avec les combinaisons et les casques des années 90. Un week-end de MotoGP a une structure qui, pour le spectateur occasionnel, semble simplement un calendrier de séances, mais qui, pour les équipes, est un processus de prise de décision sous une pression extrême et avec des informations incomplètes qui ne se terminent pas tant que la dernière roue n'a pas franchi la ligne d'arrivée du dimanche. Le vendredi, ce sont les essais libres et leur véritable fonction n'est pas de chauffer les moteurs. Il s'agit de construire un modèle de comportement de la moto sur ce circuit spécifique avec ses conditions spécifiques de température, d'humidité et d'état de l'asphalte. Chaque tour génère des télémétries que les ingénieurs analysent entre les sessions pour ajuster la géométrie, les suspensions, les cartes électroniques et la stratégie de pneus. Le vendredi n'est pas un entraînement, c'est une recherche. Le samedi se divise entre la qualification pour la course de dimanche et le sprint, et cette combinaison introduite en 2023 a fondamentalement changé la dynamique du week-end. Le sprint est une course de moyenne distance, la moitié des tours de la course principale, qui attribue des points réels pour le championnat, bien que la moitié de ceux de la course complète. Cela a créé une situation qui n'existait pas auparavant. Les pilotes doivent décider s'ils prennent des risques lors du sprint, sachant qu'une chute ou un problème mécanique peut affecter leur préparation et leurs pneus pour la course de dimanche. Et cette décision n'est pas la même pour tous. Un pilote qui est en tête du championnat et qui a une avance confortable peut se permettre d'être plus conservateur lors du sprint. Un pilote qui doit réduire son retard n'a pas cette option. La course de dimanche est l'endroit où la stratégie accumulée tout au long du week-end converge en une seule session. Le choix du composé de pneus, qui se fait avec des informations des essais, mais qui doit anticiper comment l'adhérence va évoluer pendant les 25 ou 30 tours de la course, est un pari avec des informations partielles. Un pneu qui fonctionne parfaitement pendant les 15 premiers tours peut se dégrader de manière inattendue rapide dans les 10 derniers si la température de l'asphalte augmente ou si le pilote lui a demandé plus que prévu dans les virages à forte charge. Et inversement, un pilote qui conserve le pneu pendant les premiers tours peut avoir un avantage décisif à la fin de la course lorsque tous les autres gèrent la dégradation et qu'il peut attaquer. Cette tension entre attaquer maintenant et conserver pour plus tard, entre le risque du sprint du samedi et la stratégie du dimanche, est ce
qui rend le format actuel si narrativement riche et techniquement exigeant. Une MotoGP complète, y compris le châssis, le moteur, l'électronique, l'aérodynamique et tous les systèmes auxiliaires, a un coût de fabrication estimé à environ 2 millions de dollars par unité. Et cela, c'est juste la moto, une équipe d'usine complète, avec 2 pilotes, tout le personnel technique, les ingénieurs de données, les spécialistes des pneus, la structure d'hospitalité dans le paddock, les transports entre circuits du monde entier et le développement continu pendant la saison fonctionnent avec des budgets dépassant les 30 millions d'euros par an pour les plus grandes équipes d'usine. Il n'existe pas de limite budgétaire réglementée en MotoGP, contrairement à la Formule 1 où le plafond de coût est un outil réglementaire explicite. Cela signifie que la différence de ressources entre une équipe d'usine comme Ducati ou Honda et une équipe satellite indépendante peut être d'un facteur de 5 ou plus. C'est comme une course où certains participants ont accès à une technologie militaire et d'autres concourent avec le meilleur disponible sur le marché civil. L'écart existe et est réel. Mais MotoGP a un mécanisme d'équilibre qui, s'il est connu, explique beaucoup des dynamiques du championnat qui autrement semblent illogiques. Le système de concession. Le principe est simple. Les fabricants les moins performants reçoivent des avantages réglementaires qui leur permettent de développer leur moto plus rapidement. Plus de jours d'essais privés, plus de moteurs disponibles par pilote pendant la saison, plus de liberté pour développer des composants aérodynamiques ou mécaniques en dehors des périodes de gel de développement. L'objectif est d'éviter qu'un fabricant qui entre dans un cycle de mauvaise performance reste définitivement à la traîne sans possibilité de récupération. Au cours des dernières années, Honda et Yamaha, qui ont été pendant des décennies les fabricants dominants, ont été dans les catégories de plus grandes concessions car leurs résultats ont été systématiquement inférieurs à ceux de Ducati, KTM et Aprilia. Cela leur a donné une liberté de développement qu'ils n'auraient pas en temps normal. Et bien que les résultats ne reflètent pas encore une récupération complète, le rythme de développement que ce système a permis est visible pour quiconque suit les temps autour lors des tests de pré-saison, année après année. Le système ne garantit pas que les fabricants en crise retrouvent à la victoire, mais il garantit qu'ils aient les outils pour essayer et que la MotoGP ne devienne pas un championnat d'un seul fabricant de manière permanente. Parce que sans équilibre compétitif, il n'y a pas de spectacle, et sans spectacle, il n'y a pas d'affaires, et sans affaires, il n'y a pas de MotoGP. La MotoGP n'est pas de la vitesse, ce n'est pas seulement du courage, ce n'est pas uniquement de la technologie, c'est le point d'intersection où tout cela converge simultanément et où chaque élément dépend des autres de manière qui ne deviennent visibles que lorsque vous comprenez ce que vous regardez. C'est un moteur qui doit survivre 1800 km à 18 000 tours par minute. C'est une zone de contact de la taille d'une carte de crédit qui doit gérer 300 chevaux à 60 degrés d'inclinaison. C'est un logiciel qui prend des décisions en 25 millisecondes que aucun être humain ne pourrait prendre en une seconde. C'est un pilote qui, avec tout ce système travaillant en sa faveur, doit encore trouver les 2 dernières dixièmes de seconde qui séparent la pole position de la 10e place, avec son corps, son intuition et des années de pratique que aucun algorithme ne peut remplacer. La prochaine fois que tu regarderas une MotoGP, tu ne vas pas voir des motos rapides. Tu vas voir des moteurs qui sont à un pas de se détruire, mais qui ne se détruisent pas, parce que quelqu'un a calculé exactement jusqu'où ils pouvaient aller. Tu vas voir des pneus qui génèrent plus d'adhérence lorsqu'ils s'approchent de la limite que lorsqu'ils en sont éloignés. Tu vas voir de l'électronique qui ne protège pas le pilote de la limite, mais qui lui permet de travailler en permanence dessus. Et tu vas voir des pilotes qui comprennent tout cela d'une manière instinctive qu'ils ne peuvent pas expliquer complètement avec des mots, mais qui se manifestent dans chaque virage, dans chaque freinage et dans chaque dixième de seconde qui les sépare du suivant. Et tout ce qui rend ta moto plus sûre et plus maniable aujourd'hui, les modes de conduite, le contrôle de traction, l'ABS en courbe, les pneus à profil plus agressif, a des racines directes dans ce qui se passe sur ces circuits chaque week-end. MotoGP n'est pas un laboratoire de luxe déconnecté de la réalité. C'est l'endroit où l'industrie trouve ses propres limites et décide comment les dépasser. Maintenant, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses être le plus déterminant en MotoGP aujourd'hui, la moto ou le pilote. Je veux voir ce que pense cette communauté.